Salut, cher Philippe. Bah oui, Mike. Toujours dans les bons coups, hein. Dans la résistance partout. Je suis passé par la fenêtre, en fait. Tu vois. Donc voilà, on parle des enseignements politiques. Est-ce qu'il y a une nouvelle opinion publique qui s'est créée justement sur ce pass sanitaire? Ah oui, le pass sanitaire, c'est quelque chose d'incroyable puisque c'est l'apartheid qui arrive en France. Et vous réfléchissez, toutes les élites politiques qui sont construites sur le refus de l'apartheid, de la discrimination suite à la Deuxième Guerre mondiale, finalement, montrent que des marionnettes qui n'ont aucune idée puisqu'elles reviennent à cela. Donc ça crée effectivement une résistance à cet apartheid, forcément, qui va gagner à terme. Et puis ça crée toute une dissonance dans la société qu'on va devoir résoudre politiquement. Alors, je voulais rajouter que si vous avez des questions, ce que j'ai malheureusement pas fait à la première table ronde, si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à lever la main. Nos invités sont là pour vous répondre et on vous donnera le micro. Alors, vous qui êtes ancien chef d'agence renseignement, quand vous voyez voilà, cette crise sanitaire, déjà, est-ce que vous avez dit, tiens, il va y avoir cette crise, elle est complètement folle. Et est-ce que vous vous êtes dit, on va refaire comme un nouvel échiquier politique? Oui, alors je ne suis pas chef d'agence, je travaille dans la cybersécurité, dans une agence de cybersurveillance américaine. Donc c'est très très rare effectivement que les personnes de la cybersurveillance américaine viennent présenter un certain nombre de choses. Je le fais pour des raisons personnelles. J'ai décidé de dévoiler un certain nombre de choses. Et si vous permettez, je voudrais, en tout ce que je vais raconter, il y a des preuves. Et la plupart des agences de renseignement le savent. Si vous voulez bien, je vais présenter le plan. On a parlé d'une guerre. C'est effectivement une guerre. Et pour faire une guerre, il faut un plan. De ce que nous savons, et qui est prouvé en allant regarder sur des sites, inutile de faire du hacking. Et ce n'est pas du complotisme. Et ce n'est pas du complotisme. De ce que l'on sait, le plan a démarré en 2012. Pourquoi en 2012? Parce qu'en 2012, sur le site de l'OMS, que vous pouvez vérifier, il a été décidé de faire le plan de vaccination mondial. En 2012, il a été décidé de faire un plan de vaccination mondial. Tous les pays étaient concernés, avec des échelons. Par exemple, l'Europe devait démarrer en 2014 et se terminer en 2020. Alors, la première question qu'on se pose quand on fait un plan de vaccination mondiale, mais on vaccine pourquoi? Pas de réponse. Ils ont mis de 2012 à 2019 pour affiner le plan. En 2019, les choses ont déclenché. Septembre 2019, alors ce fameux document de l'OMS, il a été signé par, évidemment, l'OMS, il a été signé par la fondation Bill Gates, il a été signé par le Dr Fauci, et il a été signé, je dirais, par le directeur de la santé en Chine. En septembre 2019, un autre document, sous l'égide de l'OMS, avec les mêmes signataires, prévient comme quoi il va y avoir une pandémie mondiale qui devra arriver. Donc voici les précautions à prendre. Le 4 décembre, le docteur Fauci, et donc le responsable, je dirais, d'une partie de la santé aux États-Unis, le 4 septembre, il publie un document qui est un peu confidentiel, qui dit « Les institutions chez nous sont prêtes à mettre en place une structure pour la vaccination. » Entre le 12 décembre et le 19 décembre, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important, à savoir qu'il y a eu un contrat confidentiel
qui a été fait entre la société Moderna et l'université de Chapel Hill. Alors l'université de Chapel Hill, il y a un certain dénommé Ralph Baric, qui a travaillé sur les gains de fonction avec la virologue de Wuhan, Xin Li. Et ce contrat est signé sous l'égide du NIH, le NIH étant les instituts de la santé aux États-Unis. Pourquoi le NIH? Parce qu'il a donné 100 millions de dollars à l'université de Chapel Hill pour faire des travaux. Dans ce package, qui a été fourni donc, on est le 12 décembre, et la dernière signature est le 17 décembre. On n'a pas encore entendu parler du virus. Dans son document confidentiel, il est noté que l'université de Chapel Hill va fournir des matériels à la société Moderna pour fabriquer un vaccin contre le coronavirus avec une thérapie RNA. Il est noté. J'ai passé, la simulation, j'avais oublié la simulation de Bill Gates le 18 octobre. Donc ce document-là est critique, parce que ça veut dire qu'on fournit du matériel. Et qu'est-ce que c'était que le matériel? C'est marqué dans le document. Le matériel, ce sont tous les brevets qu'avait initié l'université de Chapel Hill concernant les gains de fonction. Je ne rentrerai pas trop dans les détails concernant les fonctions, je ne suis pas docteur en médecine. Par contre, quand on fait du renseignement, on s'appuie sur des spécialistes. Le 31 décembre 2019, la Chine annonce officiellement qu'elle a découvert un nouveau type de coronavirus. Il y en a une quinzaine qui ont été identifiés, un nouveau type de coronavirus, géré dans la ville de Wuhan. Le 5 janvier, cette date-là est importante, le 5 janvier, un dénommé Feng Wu, un chercheur de l'université de Fudan en Chine, publie la première séquence génomique du virus. Le 5 janvier, donc on déclare ça le 31, et on a le 5 janvier. Bon, les services de renseignement savaient que les hôpitaux de Wuhan étaient complètement surchargés, les parkings, via les images satellites. On savait qu'il y avait quelque chose qui se passait dès octobre, parce qu'on avait des images satellites qui prouvaient que les 5 hôpitaux de Wuhan étaient complètement saturés, et que les hôpitaux de Wuhan, via les moteurs de recherche chinois, on avait identifié comme quoi ils faisaient des recherches concernant des mots-clés, la grippe, la température et autres, donc ils cherchaient. On savait que la date de la déclaration de la Chine à l'OMS en Chine du 31 décembre était complètement faussée, soit. Par contre, ce qui est beaucoup plus intriguant, c'est 4 imposteurs, 3 Chinois, 1 Australien, 4 imposteurs qui publient la séquence. Donc ils ont isolé le virus, ils ont isolé un virus, ils ont séquencé un virus, ils ont mis ça dans la base des données du virus mondial. Quand on identifie un virus, on le donne le modèle mondial. Et ce chercheur a fait 4 mises à jour. La première, l'identification, c'est le 5. Il a fait une mise à jour le 17 janvier. Il a fait une autre mise à jour, je dirais, le 3 ou 4 avril. Pardon, le 3 ou 4 mars. Et la dernière mise à jour, c'est en avril. Donc imaginez qu'on identifie un virus, et on dit non, mais c'est pas ça, non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça, non, mais c'est pas ça. Pendant ce temps-là, Moderna, je parlerai des autres par la suite, Moderna a dit que la Chine avait fourni la séquence du virus le 11. Il a commencé à fabriquer, je dirais, la première séquence génomique du virus le 17 septembre. Et le 3 ou 4 mars, je ne me souviens plus des dates, 3 ou 4 mars, les premiers essais étaient faits. On a fait des premiers essais alors que la séquence génomique du virus final n'était pas connue. En clair, il n'y avait pas de virus. Les vérités sont tout le monde veut la vérité. Quand on donne la vérité, elle a toujours un goût amer. J'en parlerai par la suite pourquoi je ne dis pas de virus. Donc là, on fait des modifications. On sait les séquences génomiques qu'il a modifiées, qui étaient dans les bases de données des virus. Les services de renseignement le savent, que ce soit français, anglais, américain et autres, le savent. On sait les modifications qui ont été faites. Et là, je ferai un aparté avec la petite partie génomique du HIV qui a été introduite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Donc on rentre dans la phase, donc on fabrique un vaccin alors qu'on n'a pas la séquence génomique complète. On peut quand même se poser des questions. Alors qu'on dit vaccin, on dit une thérapeutique. Ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est que on décide donc, je dirais, de lancer la fabrication du vaccin. Vaccin qui était déjà, je dirais, bien sur les étagères bien avant. Et deux choses très importantes, je pourrais développer beaucoup plus de choses très importantes, c'est le vaccin arrive en Europe et il arrive en Albanie. Alors tous les services de renseignement se sont dit, mais pourquoi Pfizer passe un contrat important avec l'Albanie pour que l'Albanie distribue toute l'Europe. Pfizer était parfaitement au courant que son vaccin qui était à l'expérimentation phase 2 ne serait pas passé vis-à-vis, je dirais, des instituts médicaux, je vais les appeler comme ça. Donc il s'est servi de l'Albanie, et l'Albanie a dit à l'Europe, bah, écoutez, vous voulez le vaccin? Vous voulez le vaccin? Ben voilà. Je ne rentre pas trop dans les détails, les documents sont un peu confidentiels. La dernière chose que je peux vous dire qui date de la semaine dernière, c'est l'organisme qui a donné l'autorisation de mettre cette thérapeutique génétique sur le marché, il s'appelle la FDA. La FDA, c'est une administration américaine qui autorise la mise sur le marché des aliments et qui autorise la mise sur le marché des produits de santé. Exemple, le vaccin. Elle a donc fourni une autorisation d'urgence. Il y a l'urgence, je vais aller très très vite, d'urgence. Et ce qui s'est passé, je dirais, la semaine dernière, c'est suite à tous les effets indésirables, suite à tous les décès qu'il y a eu aux États-Unis, il y a eu des associations qui sont montées, ils ont pris contact avec un gros cabinet d'avocats reconnu aux États-Unis, et ce cabinet d'avocats aux États-Unis a demandé à la FDA, on voudrait bien voir les tests réalisés par Pfizer et Moderna. On voudrait bien les avoir. Ce qu'a répondu la FDA il y a 3 semaines de ça. Vous les aurez dans 50 ans. Vous les aurez dans 50 ans. Et le dernier document qu'on a pu récupérer, les services de renseignement, ils ont dit non, ça ne sera pas dans 50 ans, ça sera dans 75 ans. Vous aurez les documents de tests réalisés par les laboratoires, essentiellement Pfizer, dans 75 ans. Alors pourquoi? Parce que dans le document de la FDA, ça existe, document un peu évidemment confidentiel, ça existe, et il dit écoutez, on ne peut lire que 500 pages par mois. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, petit ratio, 500 pages par mois, dans 75 ans, il y a combien de mois? C'est quoi? C'est 4 bateaux, quoi, comme document, ou quoi? Alors, Philippe Muret va vous répondre. Donc, allez, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, j'avais une question. Philippe voulait rebondir dessus. Franchement, ça tombe à pic, tout ça. Alors, tout ça est très, très bizarre, mais je vais essayer de vous dire, pour moi, la clé de cette crise, d'où cela vient. Il y a un bouquin très important qui a été sorti par Klaus Schwab, le patron du Forum de Davos, qui s'appelle maintenant Forum économique mondial, qui est le forum des multinationales et des présidents mondialistes. Et en mai 2020, il écrit un bouquin, tout début de la crise du Covid, qui s'appelle La Grande Réinitialisation, le Great Reset. Et qu'est-ce qu'il dit ce monsieur dans ce livre? Je vais retenir 3 petites choses. La première chose, c'est que c'est les vaccins qui nous sauveront. Les médicaments, il n'y en aura pas contre le Covid. Il le sait, il n'y en aura pas, et on est en mai 2020. Donc cette personne est-elle médecin, est-elle devin? On peut se demander comment il sait déjà qu'il n'y aura pas de médicaments et que ça sera le vaccin qui sauve. La deuxième chose très importante qu'il dit dans le livre est fondamentale. Ce monsieur qui a passé sa vie à promouvoir la mondialisation économique dit « La mondialisation économique est une catastrophe pour les peuples occidentaux. » Et il dit aussi « Les peuples occidentaux sont en colère. C'est pour ça qu'il y a eu le vote pour Trump. Et Trump, c'est le retour de la nation américaine. C'est mal. » Ensuite, il dit aussi « C'est à cause de cela, de cette colère, qu'il y a eu le Brexit. Brexit, c'est le retour de la nation anglaise. C'est mal. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes. Il parle des gilets jaunes, et ça, c'est la lutte sociale. C'est mal. En fait. Et ensuite, le troisième point dans son bouquin, c'est
inventons un nouveau monde. Alors c'est un nouveau monde complètement crétin, robotisé, déshumanisé, mais surtout totalement connecté et surveillé. Ce brave homme veut même surveiller vos toilettes, et il imagine ça, qu'il va surveiller vos toilettes, il va jusqu'au bout des choses. Hein. Pour analyser vos selles et vos urines, envoyer ça sur Internet et récupérer votre état de santé en temps réel. Voilà. Mais au-delà de la blague, en fait, cette surveillance et cette déconnexion, c'est pour répondre à cette colère, justement. C'est ça qu'on comprend dans le bouquin. C'est qu'il veut pouvoir débrancher les citoyens parce que tout est numérisé, tout est connecté, tout est surveillé. Il faut savoir que c'est ça la clé du problème. C'est qu'on a une oligarchie qui sait qu'elle est en échec total, qui sait qu'elle a tout raté politiquement, qui est une alliance en fait des puissances économiques, médiatiques et politiques. La médiocratie dont nous parlaient les médecins ici, on la retrouve aussi en politique. Il suffit d'allumer la radio ou la télévision pour le constater. On la retrouve aussi dans le monde privé, dans les grandes entreprises. Après, il y a tout un débat sur d'où ça vient. Moi, je pense que c'est un excès de compétition. C'est pas une décadence, c'est un problème d'excès de compétition. Si vous êtes intéressé par le sujet, qui est un sujet clé, vous allez voir sur Xerfi Canal, la kakistocratie, il y a toute une explication de comment fonctionnent ces systèmes médiocratiques. Mais cette oligarchie, en fait, elle craint le grand déclassement, parce qu'elle a tout raté, elle sait que le peuple est en colère, elle a peur de perdre ses privilèges, en fait. Et c'est pour ça, toute l'histoire du vaccin, ce n'est pas pour le problème de la maladie. Ce qui compte dans le vaccin, c'est derrière le pass sanitaire, c'est-à-dire de pouvoir vous surveiller numériquement. D'ailleurs, ils ont un projet pour vous surveiller numériquement, pas seulement sur vos loisirs, mais aussi sur vos achats, avec l'euro numérique qui arrive en 2023. Un projet aussi, paraît-il, sous prétexte de parer aux cyberattaques, on va vous envoyer aussi l'identifiant numérique qui est en préparation officiellement pour vous connecter à Internet, c'est-à-dire que l'État pourra vous suivre dans tous vos échanges. Et avec tous ces moyens, loisirs, achats, Internet, en fait, on peut tuer socialement un citoyen. Il faut bien comprendre que cette oligarchie est extrêmement médiocre et incompétente. Elle ne sait plus que communiquer ou manipuler, et elle le sait. Et elle prend des précautions face aux citoyens qui sont en colère. Voilà pourquoi on a tout cela, et c'est cette surveillance numérique. Et dernier point, si vous pensez que j'exagère, allez voir vous-même sur le site du Sénat les rapports du Sénat français. Il y a le rapport sur l'épidémie qui montre qu'ils admirent la dictature chinoise et sa réaction au virus. D'ailleurs, ils l'ont copié. Et qu'ils trouveraient ça bien, d'ailleurs, pourquoi pas, de faire des choses comme mettre des bracelets électroniques sur la main de chaque Français, notamment salarié, pour vérifier qu'il ne se rapproche pas trop du voisin salarié qui est à côté de lui, et que ça sonne. Et vous voyez pire le rapport du Sénat sur le crédit social chinois, et du système de surveillance chinois qui est une dictature orwellienne. Or, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les sénateurs français sont très bienveillants vis-à-vis de ces idées. Vous verrez, vous pouvez les lire vous-même, ils sont très bienveillants. Et même, il y en a un qui dit à la fin, un sénateur des Républicains, paraît-il, des gens tout à fait modérés, qui dit « le crédit social arrivera en France ». Donc, nous sommes dans une fuite en avant totale des élites qui auront jusqu'au bout. C'est pour ça que nous n'avons pas le choix, nous devons absolument combattre. Et après, je pense qu'on discutera plus tard de comment combattre ces élites pour changer les choses. Justement, je confirme au Sénat, surtout que bon, je connais bien la maison pour le coup, on a un sénateur très important qui s'appelle Jean-Pierre Raffarin et qui est un peu un ami financé par la Chine. Tu confirmes? C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair et bon, il en profite. Hein. C'est juste une question de corruption et d'argent. On a des élites totalement dans la corruption. Mais il faut comprendre que quand la compétition devient trop forte, à ce moment-là, on a ces systèmes oligarchiques et médiocratiques qui se mettent en place. Il faut un espace de compétition, mais aussi de coopération. Il faut faire respirer la société. Alors, nous avons avec nous Maître Virginie de Araujo Requia. Applaudissez-la. Et Monsieur Éric Montana. Cher maître, dites-nous, parlez-nous un peu de votre association Police for Freedom. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis ravie d'être parmi vous et je remercie le capitaine Julien Monet avec
tous ceux qui l'ont aidé pour cette conférence, ce congrès national citoyen et les comités de salut du peuple, parce que je pense que c'est vraiment une clé pour qu'on se sorte de ce bourbier. Très prochainement, Police pour la vérité, je suis en réalité le responsable juridique de ce collectif qui a démarré en Espagne, Police pour la Libertad, et qui s'est élargi au monde entier. On a des forces publiques australiennes, canadiennes qui nous ont rejoints, et puis bien sûr en Europe. Voilà, donc ça s'agrandit et c'est bien normal vu ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression justement que ces forces de l'ordre, quand elles surveillent le pass, qu'elles ont l'air un peu zélées, et pourtant confirmer que dans votre association, il y a nombre de forces de l'ordre qui sont contre cette nouvelle société. Oui, je confirme. Et puis vous avez eu des témoignages dernièrement de militaires qui étaient assez clairs sur ce qui se passait dans le caserne et qu'on était loin d'avoir l'unanimité pour les mesures prises par le gouvernement. Donc non, il n'y a pas du tout... c'est pas ceux qui sont sur le terrain, les plus zélés certainement obéissent aux ordres, mais il y en a plein derrière qui estiment que rien ne va plus et qu'ils ont peur, comme tous, tout le monde, pour leurs enfants, leurs épouses, leurs époux. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite cassure. Allez-y, peut-être continuer. Bon, alors, j'ai peur qu'il y ait une petite cassure qui s'est faite entre les forces de l'ordre et le peuple. Votre association justement est faite pour empêcher cette cassure. Est-ce qu'on peut voir peut-être à l'avenir plus de policiers au sein des manifestations par exemple, ou dans des actions de refus du pass? C'est possible, mais il y a une pression très importante et donc c'est difficile. C'est difficile, je pense que le travail du capitaine Duvin-Brunet aide beaucoup. D'autres se lèvent peu à peu, mais ça reste difficile. Donc dès qu'il y a un mouvement en faveur du peuple en Europe, on tente quand même de se joindre à eux et de montrer aussi qu'on les soutient et qu'on soutient la population. C'est ce qui s'est passé lorsque les policiers autrichiens ont pris la décision, et les militaires, certains militaires, de soutenir la population et de dire que le pass sanitaire, ce n'était pas légitime, qu'ils n'étaient pas là pour ça, et que ça contrevenait en fait aux principes qu'ils doivent respecter. Est-ce que la hiérarchie française est justement met énormément de pression sur ces policiers? Comment ça se passe? Oui, il y a énormément de pression, et puis il y a aussi que le ministre de l'Intérieur a bien avancé ses pions en versant des primes, en leur donnant tout ce dont ils avaient besoin depuis plusieurs années, donc ce qui permet un peu d'étouffer les mouvements de contestation interne. Merci beaucoup, cher maître. Alors, Éric Montana, journaliste, dites-moi, j'imagine qu'en tant que journaliste, ça doit être une période très compliquée pour vous, au vu de la doxa du mainstream. Oui. Je suis catalogué comme journaliste subversif et complotiste, parce qu'évidemment, je n'analyse pas les événements de la même manière que mes ex-confrères. Comment ça se passe dans les rédactions, actuellement? Écoutez, nous, dans notre petite rédaction de Mediazone, on n'est pas très nombreux, donc on n'a pas de problème particulier parce qu'on a exactement la même analyse de la situation, mais ce n'est pas particulier à notre rédaction. C'est particulier, je pense, à tous les journalistes indépendants qui font réellement leur travail.
on est confronté à un narratif qui est tellement grotesque, qui est rempli de contradictions, de mensonges, on passe d'une semaine à une autre, à une version des événements à une autre. Si vous prenez comme exemple le seul ministre de la Santé, le même qui déclarait que c'est le confinement qui favorise la circulation du virus, 3 jours après, le gouvernement décrétait un confinement. Pourtant, il l'avait expliqué, c'était clair pour tout le monde. C'est le confinement qui favorise la circulation du virus. Alors pourquoi nous ont-ils imposé un confinement, plusieurs confinements? Toutes les mesures qui nous sont appliquées, objectivement, n'ont rien à voir avec la santé, mais davantage avec la réduction des libertés publiques. Et comme le disait mon intervenant, que je n'ai pas vu sur mon écran, mais dont j'ai approuvé les propos, effectivement, on est dans le cadre d'une mise sous surveillance du peuple, parce que ce système est en train de se casser la figure, et que, bien évidemment, il voudrait malgré tout en garder le contrôle, et à peur de la réaction du peuple. Moi, je suis persuadé que ce cirque, ce Corona Circus va s'arrêter à un moment ou à un autre, parce que je pense que les gens, même s'ils ne sont pas la majorité pour l'instant, ont commencé à ouvrir les yeux. On a face à nous, évidemment, un rouleau compresseur médiatique bien huilé, bien organisé. Et en face, sur Internet, nous avons la contre-information, les journalistes indépendants. Mais dites-moi, cher monsieur Montanin, demain, votre rédaction trouve un scoop formidable sur le vaccin. Voilà, vous écrivez votre papier. Qu'est-ce qui se passera après? Est-ce que cette information sera reprise par les grandes rédactions? Vous plaisantez. Non. Regardez, le Doctoton a fait plus d'une dizaine, quinzaine de millions de vues. Est-ce qu'un seul média mainstream en a parlé? Moi, depuis 1 an et demi, j'écris sur Mediazone et tous mes articles sont sourcés. En tant que journaliste, je suis obligé de faire un effort supplémentaire parce que quand on est un indépendant, on est presque systématiquement soupçonné d'être un complotiste. Donc, je suis obligé de mettre les preuves de ce que j'avance dans tous mes articles et ils sont gavés de liens pour permettre aux gens de pouvoir le vérifier. Je n'ai aucun espoir, moi, que les médias mainstream reprennent un scoop ou une information de Mediazone, par exemple. Et est-ce que, voilà, vous sortez ce même scoop, bon, les grands médias mainstream ne parlent pas très bien, mais il existe les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez été censuré sur les réseaux sociaux, sur des informations que vous avez données? Alors écoutez, je suis probablement l'un des journalistes indépendants les plus censurés sur les réseaux sociaux. Facebook m'a exclu 8 fois. J'ai passé plus de temps hors de Facebook que dans Facebook. Et en règle générale, la dernière fois que j'ai été exclu de Facebook, c'est pour avoir publié les chiffres officiels de l'Institut supérieur de la santé italien, un organisme officiel qui est une référence à la fois pour le monde médical et à la fois pour le gouvernement, et qui annonçait, contrairement à ce que le gouvernement italien fait croire, c'est-à-dire qu'il y aurait 130 000 morts du Covid en Italie, et cet institut a publié les chiffres officiels, et les chiffres officiels sont de 3 783 morts. Il y a donc une différence presque de 126 000 morts. Ce même organisme qui est cité en référence par le gouvernement et par les médias, juste après la publication de ces chiffres, on a dit « Oh non, ces chiffres ne sont pas crédibles, ce n'est pas sérieux ». Un peu comme le professeur Luc Montagnier, avant sa déclaration sur l'origine artificielle du virus, quand il a expliqué qu'un virus génétiquement modifié ne pouvait pas être un virus naturel.
Jusqu'à ce jour-là, le professeur Montagny était une sommité partout dans le monde. Et 3 jours après, une semaine après, on a assisté au déclenchement d'une campagne de diffamation et de calomnie, le faisant passer pour un vieillard sénile qui a perdu la raison. On en est là. Donc pour revenir et j'en termine, aux réseaux sociaux, Facebook m'a dans le collimateur. Donc pour cette information-là, j'ai été exclu 30 jours pour la 8e fois. Et pour ce qui concerne notre web TV, notre canal de télévision, nous avons été censurés par YouTube pendant l'inauguration de la télévision. Alors là aussi, mes émissions à bâton rompu que je produis tous les dimanches soirs sur Mediazone, régulièrement sont censurées. Mon émission avec Amélie Paul, une lanceuse d'alerte québécoise, a été censurée. Avec Chloé Framery, il a fallu se battre parce qu'on a été censuré et ensuite réintégré. Il y a des émissions que je fais tout seul qui sont censurées. Visiblement, YouTube et Facebook ne supportent pas un autre narratif que le narratif officiel. Merci, Charles. Allez-y, allez-y. Non, je voulais juste dire que le fait de nous avoir censuré TV ADP, la télévision que nous avons lancée samedi, être censuré par YouTube au moment où on lance cette télé, pour nous, c'est une légion d'honneur. Merci beaucoup, applaudissez-le. Alors j'avais une question à Patrick Joland et après je vais donner le micro à la salle pour que vous puissiez poser des questions à nos invités. J'ai le livre de Patrick Joland, Faux virus, fausse pandémie, vrai coupable, voilà. Et il y a une phrase là qui me saute aux yeux, vous allez y répondre. Ils ont voulu jouer à Dieu. Donc on a eu une élite qui visiblement a cru voilà, que c'était Zeus, Poséidon et compagnie, quoi. Oui, alors je voulais compléter un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ce plan-là, il fallait absolument qu'il fasse 3 choses. Normalement, il fallait que la communication sur la Covid-19 soit exactement la même à tous les endroits du monde à l'instant T. Ce qui a été dit au journal télévisé à Sydney devait être identique à ce qui se dit à Paris, identique à ce qui se dit à Berlin. Et ça, c'était la charte de la société qui s'appelle Answer. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'il fallait absolument qu'on surveille. On surveille les téléphones. On surveille essentiellement tous les gens qui étaient contre, les anti-vax et autres. Ça, c'était le rôle de la société Palantir. Je ne sais pas si je sortirai vivant d'ici, peu importe. Donc là, vous êtes entre amis, hein, vous inquiétez pas. Donc et puis Philippe est grand, moi ça va, je suis un peu costaud, donc on va vous protéger. Tous les gens qui sont à côté de moi, donc c'est un plan. Alors, l'autre chose, je vais terminer pour répondre à la question, c'est que on sait qui est derrière. Hein. On sait qui est derrière. Comme on dit souvent, il suffit simplement d'aller regarder et le pouvoir et l'argent. Bon, tout ce que je vous ai raconté précédemment, on a des noms. Mais retenez, je répondrai, c'est qu'en fait, il y a 2 plans. Il y a le plan Covid, que j'aurais tendance à dire le plan grippe ++. C'est tellement vrai que Moderna va sortir dans 2 mois un vaccin qui va traiter la Covid, traiter la grippe et traiter autre chose, en un seul vaccin. C'est tellement vrai, c'est que Bill Gates a mis 35 millions de dollars dans un organisme pour analyser ce qui se passait au niveau de la grippe en 1918. Quand on fait du renseignement, il n'y a pas de coïncidence. Alors, pour répondre à la question, c'est ils ont voulu jouer à Dieu. Pendant toutes les analyses, mais pourquoi ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'est plusieurs choses. Effectivement, ils ont voulu jouer à Dieu, ils ont voulu aller, je dirais, dans le transhumanisme. Alors, quand on regarde un peu les historiques du transhumanisme, ça date de 1957. C'est l'évolution de l'eugénisme. L'eugénisme a été déclenché aux États-Unis.
On contrôle les naissances. On dit, toi, tu dois avoir de gosse parce que tu as un QI qui est très faible, donc je vais te vacciner. C'est ce qui s'est passé dans les années 37-38, avant le troisième match. Toi, tu es un peu déficient mental, tu es comme ça, donc tu n'auras pas d'enfant. Donc il y a eu dans tous les États-Unis un certain nombre d'organismes qui étaient chargés de mettre en place ce qu'on appelle l'eugénisme. Ensuite, les gens qui sont partis sur le transhumanisme, c'est de faire évoluer ça sous une autre forme. C'est de dire, les gens, on va les surveiller, on va leur coller des choses dans la peau. On a la confirmation, j'ai la confirmation que les gens vaccinés ont ce qu'on appelle une adresse MAC. Vous faites peut-être pas trop d'informatique, mais une adresse MAC, c'est une adresse qui permet une adresse physique de la personne. On sait que dans les produits des vaccins, ils introduisent quelque chose qui permettra entre autres de nous géolocaliser. Pour l'instant, on n'a pas encore identifié, c'est en hexadécimal, donc il y a des milliards de combinaisons, on n'a pas encore identifié, je dirais, tout ce qui se cache derrière. Puis, de toute manière, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas trop dire ici. Donc effectivement, ils veulent aller vers le transhumanisme. On va être surveillé, donc Internet nous surveille, les drones nous surveillent, le téléphone nous surveille. Vous n'avez jamais fait l'expérience, vous parlez à côté de votre téléphone, vous parlez, je dirais, de livres, et puis systématiquement, il y a une pub qui arrive là, sur les livres. C'est fait. Il y a les téléviseurs. Pendant très longtemps, Samsung avait des caméras placées sur les téléviseurs et on vous écoutait, etc., etc., etc. Donc, on part dans ce domaine-là. On part dans le domaine de la surveillance, je ne parle même pas des drones, des caméras et autres, on part dans le domaine de l'identification numérique. Alors l'identification numérique, le plan il est quasiment fini. C'est pour ça qu'à la fin de l'année prochaine, on n'entendra plus parler de Covid. On va parler d'autre chose, le plan est fini, c'est-à-dire qu'en fait ils ont mis en place ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est ce qui permettra, je dirais, de travailler dans tout votre environnement à partir de l'identification unique. Vous allez travailler dans ce qu'on appelle les villes intelligentes, à la mode Amazon. Vous allez travailler dans la maison intelligente. On va vous écouter avec Alexia, etc. Là, le deuxième plan, qui est à mon avis beaucoup plus critique, c'est de jouer sur le climat. Biden a signé un protocole disant le climat représente, je vous la fais simple, le climat représente un risque financier pour le monde. Un risque financier pour le monde. Ça a déclenché quoi? Ça a déclenché qu'il faut très très vite mettre en place, je dirais, la monnaie numérique. Et pour reprendre ce que vous disiez, il y a 4 jours de ça, la première numérique européenne est sortie, c'est les Suédoises. Donc on n'est plus dans le rêve. Hein. La première monnaie numérique en Europe est sortie, elle est suédoise. Alors la monnaie numérique, elle a un avantage, d'accord? Elle a, je dirais, tous les avantages, c'est qu'on va pouvoir vous tracer. Et d'un point de vue banque, c'est absolument génial ce qu'ils font. Quand il n'y aura que de la monnaie numérique, vous dites, mais moi je vais retirer tout mon argent liquide. Bah, monsieur, il n'y a plus d'argent liquide, il n'y a que du numérique. Mais je vais changer de banque. Mais on peut changer de banque, puisqu'il n'y a que du numérique. Le plan, c'est très simple. Écoutez, monsieur Patrick, ça devrait être un honneur de placer votre argent numérique dans notre établissement bancaire. Donc je vais vous taxer. La deuxième chose qu'ils vont faire, et qui va en place, c'est qu'ils vont introduire ce qu'on appelle la taxe carbone. On entend parler de la taxe carbone. Vous allez voir, vous commencez à voir ce qu'on appelle un nouveau étiquetage. Quand vous allez acheter une pizza, quand vous allez acheter des fringues, il va y avoir, je dirais, la quantité de carbone qu'il a fallu pour produire ce produit, j'allais dire. Alors ça peut être du vol en avion, ça peut être des fabricants et autres. Et vous allez voir ce qu'on appelle une définition d'un quota de carbone. Et si vous dépassez votre quota de carbone, lorsque vous essayerez de payer votre monnaie numérique ou votre carte bleue, on va vous interdire de vous bloquer la carte. Alors, vous êtes sur, en gros, ce que dit l'économiste Philippe Perrin,
parle aussi de ce carbone. Et je sais que Philippe Trépigne, parce que lui c'est un économiste aussi spécialisé sur l'écologie, alors pas très long parce qu'on aimerait avoir vraiment des questions de la salle, et puis comme je n'ai pas d'oreillette, donc je suis obligé de passer par derrière, de recevoir des instructions, on m'a dit qu'il n'y avait que 10 minutes en tout pour des questions-réponses. Alors très rapidement, oui, il risque d'y avoir un pass climat, ce qui va permettre en fait d'avoir des tickets de rationnement de CO2, et en fait les riches, eux, pourront s'en exonérer puisqu'il y aura un marché des tickets. Vous pourrez vendre vos tickets, si vous n'avez pas assez d'argent, ou racheter vos tickets, ce qui permet de mettre la contrainte sur les classes populaires et les riches de s'en abstoudre. Effectivement, j'ai répondu dans comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, en montrant que par exemple ce problème peut être, la France peut se passer en 20 ans de pétrole, de gaz et de charbon, pratiquement de l'essentiel. On a toutes les technologies, le problème c'est le fonctionnement de l'économie ultralibérale. Si je me permets une petite minute sur les racines du problème, parce qu'il faut bien qu'on réfléchisse ensemble aux racines philosophiques de ce problème. On est une société complètement atomisée, c'est pour ça qu'ils ont pu nous infliger ça. Et si elle est atomisée, c'est parce qu'on est dans une société totalement individualiste. Vous le savez, vous le vivez tous les jours. Et c'est complètement logique, puisque le collectif, ce qui nous relie collectivement, je veux dire, c'est pas le délire de l'humanité, bien sûr, ça nous relie, mais faiblement. On est faiblement reliés aux Chinois. Par contre, on est fortement reliés entre nous dans la communauté française. Or, depuis des dizaines d'années, on vous dit qu'il faut effacer la nation. Ce qui veut dire qu'on efface le collectif et on vous renvoie juste au niveau individuel. La deuxième chose, évidemment, première chose, c'est l'Union européenne est une des racines du problème, mais ce n'est pas la seule. Il faut remonter plus loin, en fait, et c'est le problème des Lumières, qui est un mot tabou. Il faut révérer les Lumières, donc on a un échec, clairement, des Lumières et du libéralisme. Parce que le libéralisme, en fait, c'est une philosophie, une façon de faire de la politique qui s'appuie essentiellement sur les libertés individuelles, essentiellement donc sur la liberté qui est un guide suprême. Or le problème, c'est quand vous effacez le bien commun, comme cela a été fait, eh bien vous finissez forcément avec une guerre de tous contre tous, ou alors, autre variante, une guerre des élites contre le peuple. Donc on voit que le libéralisme en fait a fini par cannibaliser ses propres principes, qui est le principe de liberté. D'où ce paradoxe. Et dernière petite chose sur le libéralisme, c'est un simplisme en fait. Parce qu'en fait, on vous parle de quoi? De contrat social, de droit individuel, de respect des droits individuels. Mais il faut l'articuler avec tout un tas d'autres valeurs pour répondre à la richesse de la vie humaine. Sinon, vous l'atrophiez. Et on atrophie aujourd'hui la vie humaine. Et puis, une philosophie doit aussi s'appuyer sur le collectif. Pas parler que de l'individuel, mais aussi de notre corps collectif. En fait, il faut dépasser les Lumières. Moi, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et revenir aux sources de la philosophie qui est la philosophie antique. Et parmi eux, moi, je distinguerais Aristote, qui est la personne, moi, je pense, le philosophe qui peut nous aider à sortir de cette crise. C'est le grand penseur du nous, qui montre que la cité est la meilleure phase, c'est la cité au sens allégorique, hein, bien sûr, est la meilleure organisation de la vie humaine, et que l'homme, en fait, s'épanouit quand il participe à la vie de la cité. Plus de communauté. Voilà. Et inversement, ça fait du système. Et inversement, quand il participe à la vie de la cité, il participe à son épanouissement. Et pour finir, ce que dit Aristote, c'est que l'apanage de l'homme libre, c'est de refuser la fatalité, la politique comme une fatalité, de s'y intéresser, d'y participer et d'influer sur le cours du destin commun du pays. Voilà comment on va s'en sortir et voilà pourquoi l'initiative de M. Juvin Brunet est tout à fait intéressante. Merci, cher Philippe. Alors, on va commencer les questions-réponses. Voilà. Qui veut poser une question? Merci pour la guerre. Alors, si vous permettez, on va poser tant de questions. C'est tellement passionnant. C'est le compliqué, c'est la première question. C'est la première question. Je vais courir vers monsieur. Ah, monsieur. Levez-vous, monsieur, montrez-vous. Si monsieur s'approche, ça fera la beauté de la distance. Je ne vois pas. Ah ouais. Question courte, impactante, parce que sinon... Voilà, il nous reste quoi, 10 minutes, un quart d'heure avant le déjeuner, je sais que vous avez tous faim. Oui, moi le premier, bonjour à tous, merci à tous d'être présents, c'est un plaisir de voir autant de résistants ici.
Petite question en fait pour Monsieur Joland. Vous avez parlé d'un plan et j'avais entendu parler que Monsieur Schwab avait évoqué le grand reset de l'Internet, sachant qu'il y a beaucoup d'organisations de nos jours, d'organisations citoyennes qui passent par ce médium-là. Comment est-ce qu'on pourrait envisager que les élites mondialistes puissent faire un simple reset de tous les réseaux de communication Internet, et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça impliquerait pour nous en termes d'organisation? Voilà, ça c'est des questions autres. Merci. Oui. Alors déjà, je dirais, au niveau du Forum mondial économique, il y a le Polygone. Je suis intervenu de Polygone. Le Polygone, c'est le centre de cybersurveillance au niveau de l'Europe. Ce dont Klaus Schwab a peur, c'est d'avoir une cyberattaque mondiale qui plante le système financier mondial. Donc on fait des simulations tous les 15 jours pour éviter ce genre de choses-là. La question c'est, est-ce qu'on peut se passer d'Internet? Je ne pense pas, parce qu'on était ce qu'on appelle en IP4, on est passé en IP6, c'est-à-dire que le nombre d'objets aujourd'hui interconnectés, c'est 10 milliards. Le nombre d'objets interconnectés en 2030, c'est 50 milliards. Le nombre d'objets interconnectés en 2050, c'est 100 milliards. Aujourd'hui, on est limité par quoi? On est limité par la puissance, c'est-à-dire la fréquence par la 5G. Pourquoi la 5G est importante? Et les défauts de la 5G. Et les risques de la 5G. La 5G et la 6G, c'est ce qui permettra effectivement de passer de 10 milliards d'objets connectés à 50 milliards d'objets connectés à 100 milliards d'objets connectés. Au niveau de la 5G, pour un peu définir au niveau de la 5G, donc c'est la 5G qui est la pièce maîtresse. La 5G, c'est 2,4, je ne vais pas trop faire de technique, mais c'est 2,4 GHz jusqu'à 3,4 GHz. Ça va beaucoup plus vite que la 4G, on s'en doute. Et la 5G, elle est limitée, c'est pour ça qu'il y a un gros défaut. La 5G est limitée, c'est-à-dire que sa distance ne dépasse pas 1,2 à 1,3 km. Quand elle ne traverse pas des murs, quand elle ne traverse pas des feuillages. C'est pour ça que toutes les antennes sont très hautes. Alors pour pouvoir balancer la 5G partout, il faut ce qu'on appelle des antennes relais. Donc, on va être inondé d'antennes relais, donc il y aura des antennes mètres, et il y aura inondé d'antennes relais. On va avoir des antennes relais partout. Vous allez avoir des antennes relais sur votre toit, dans votre jardin, de façon à ce qu'on puisse relayer cette information-là, de façon à ce qu'on puisse tous nous connecter, de façon à ce qu'on puisse faire de la télémédecine. On n'a plus besoin de médecin. De façon à ce qu'on puisse faire, je dirais, de la téléchirurgie. Ça existe, aux États-Unis, on fait des tests. Donc on se connecte. Donc il y a effectivement un gros risque. Donc j'aurais tendance à dire, pour répondre à la question, c'est qu'on va encore plus développer avec l'identification numérique, avec la 5G et la 6G, tout ce qui se passe au niveau d'Internet, sachant qu'on passe ce qu'on appelle en Internet IP6, il n'y a qu'un Internet qui a une connotation surveillance. Ayant travaillé sur des algorithmes là-dessus, on va se débrouiller à ce qu'on surveille. Vous en rendez peut-être pas compte, mais chaque fois que vous tapez sur une page Google, Google vous envoie du 2,5 GHz de façon à influencer votre cerveau. C'est ce monde-là dans lequel on vit. Alors heureusement qu'on ne le met pas sur le place public, parce qu'on ne va plus prendre le téléphone, on ne va plus utiliser Internet ou autre, mais on va plutôt dans un monde qui sera interconnecté que dans un monde sur lequel on va supprimer. Alors après on dit, qu'est-ce qui arriverait si Internet, on coupe tous les câbles? C'est dans rien à foutre, puisque de toute manière, ils sont en train de lancer 100 satellites par jour, par mois, pardon. Donc ils peuvent couper tous les câbles. Aujourd'hui, c'est 100 satellites par mois qu'on balance. Hein. Donc on couvre. Donc ça ne sera pas un problème, je dirais, de ne pas avoir d'informations. Ce qui est difficile, c'est qu'on va être... on est surveillé. Alors, prochaine question peut-être de la salle encore. Attends, excuse-moi une seconde. Moi, je voulais juste donner une vision politique en un mot. En gros, le plan de cyberattaque de Schwab, c'est des pipeaux, c'est pour vous dire, mais c'est écrit dans les vidéos.
C'est dangereux, et donc on va vous mettre un identifiant numérique pour éviter les cyberattaques. Et voilà comment on va vous faire accepter d'être surveillé. C'est vraiment noir sur blanc, c'est clair. Alors, une prochaine question, peut-être une demoiselle quand même. La parité, là, c'est important. Ah bah non, ce sera monsieur. Voilà, ce sera monsieur. Ah vas-y. Madame ici. Ah madame, en plus, relevez-vous, vous êtes tellement charmante. Moi, j'ai juste une question à poser par rapport à l'adresse MAC qui serait dans les vaccins. Je me posais la question, quand les gens reçoivent plusieurs doses, ils vont avoir plusieurs adresses MAC? Je vais répondre à ça. Alors, les expériences qu'on a faites, si vous faites ce type d'expérience-là, il faut le faire avec un Bluetooth. Il faut le faire, je vais chercher une application de Bluetooth un peu particulière, les cas me demander sur mon site, je vous dirai qu'elle est un peu particulière. Il faut s'assurer qu'il n'y a personne qui a un téléphone de branché, sinon vous allez récupérer son adresse, MAC. Hein, et faire l'expérience, je dirais, dans un endroit où un champ, ou une salle, moi j'ai fait les premières expériences, on a fait des expériences avec des groupes à Marseille, dans des salles de fête et autres. Donc, de façon à effectivement s'assurer que c'est une bonne adresse MAC. Alors, plusieurs choses qu'on peut dire sur les adresses MAC. L'adresse MAC, c'est une adresse physique, hein, il y a l'adresse IP et l'adresse MAC, une adresse physique. Hein. On sait que, on n'a pas fait les expériences pour tous les types de vaccins, mais on l'a fait sur Pfizer et Moderna, on sait que l'adresse change toutes les 15 minutes. On sait qu'une personne qui était vaccinée, je ne peux pas trop dévoiler des choses, sinon je vais me faire tuer, c'est sûr. On sait que les personnes qui étaient vaccinées, une grande partie des personnes qui ont été vaccinées, dans certaines configurations, ont une adresse MAC qui change toutes les 15 minutes, qui évolue toutes les 15 minutes. On sait aussi que les premiers digits correspondent à l'identification numérique de la personne. Alors ça, on est en train de se poser, c'est comment ils ont pu faire ça, évidemment par l'intermédiaire du vaccin, mais comment ils peuvent identifier une personne en ayant récupéré, je dirais, le fiole du vaccin, je dirais, dans la seringue. Donc on est en train de voir ce genre de choses-là. Mais ce qui est une quasi-garantie aujourd'hui, c'est que pour certains types de vaccins, pour certaines configurations, vous avez une adresse MAC de notification physique. Ça, c'est certain. Et elle va changer vraiment. On est sur un groupe, je suis sur un groupe international, où il y a des Canadiens, des Français, des Allemands et autres. On est en train de travailler là-dessus pour essayer d'affiner, voir ce que ça donne. Ça paraît tout à fait incroyable, hein, comme on est en train de découvrir des hydres dans les vaccins. On commence à avoir des preuves un petit peu comme il y a des bêtes biologiques qui sont placées dans les vaccins. Donc il y a une bonne étude qui est faite par le docteur Astrid Schuttenberger, qui a montré et qui a des preuves là-dessus. Donc je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Et essayer peut-être de me contacter, de regarder sur mes pages et autres. J'aurai plus d'informations. J'ai des groupes de travail. Je suis en train de travailler sur la partie décryptage. Vous serez présent, et puis les gens qui voudront parler après un peu avec monsieur, voilà, il est présent, il sera là. Dernière question, ou c'est fini? Justement, c'est la question. Alors là, il y a plein de questions. Il y a plein de mains qui se lèvent. Alors on va voir. Madame Dolan peut-être. Oui, on a un déjeuner ensuite en bas, donc la plupart des intervenants seront aussi présents. Donc on pourra aussi leur poser des questions. Après, c'est une question de rythme aussi de la conférence, parce que malheureusement, ça devrait durer 2 heures, ça va bientôt faire 3 heures. Ah, c'est juste passionnant. Il y a tellement de choses à faire. Une dernière question, il y a une main qui s'est levée devant. Voilà, donc, madame. On va faire une dernière question, je vous prie d'excuser, il faudra que ce soit très court, pour ensuite aussi laisser la parole 5 minutes à un collectif qui nous avait accompagnés et qui était présent au Mont Valérien, qu'on en aura ensuite. Et on fait une dernière question avec madame, avec laquelle on a fait un blocage récemment. Je ne dirai pas d'autre. Merci. L'identité numérique, est-ce qu'elle est présente dans les seringues de vaccins ou est-ce qu'elle s'active uniquement en présence de liquide biologique? Liquide biologique. Donc si on injecte du vaccin dans un tube avec un peu de sang, ça fonctionne. Merci. C'était court. Prenez le micro, Je ne suis pas virologue. Moi, quand j'ai ce genre de questions-là, je comprends un mot sur 2. Donc j'ai un réseau de spécialistes, essentiellement des Allemands, et un Américain qui me renseigne en disant
voilà la tête d'un jet d'eau, voici ce que c'est que du sang, voici ce que c'est qu'une piqûre, voici ce que c'est un truc comme ça, parce que moi, mon niveau intellectuel, c'est le 0 et le 1 de l'informatique. Hein, donc, en dehors de ça, je ne comprends pas grand-chose. Merci beaucoup. Alors là, on va déjeuner.